De la même façon qu'on conseille à toute personne en difficulté psychologique de ne pas rester seule avec sa souffrance, il est important que les professionnels, eux et elles-mêmes, ne demeurent pas isolés dans leur travail face aux problématiques de santé mentale rencontrées au sein de leur public. Afin de ne pas céder à un isomorphisme délétère entre le repli sur soi d'une personne en détresse et la solitude d'un ou d'une professionnelle démunie, l'une des clés, c'est de collaborer. Ne pas travailler seul, cela commence en interne. Le soutien d'une équipe, d'un ou plusieurs collègues au sein de son propre environnement de travail constitue des facteurs de protection importants pour les professionnels, autant que la concertation et l'intelligence collective représentent de puissants outils d'amélioration des réponses apportées aux problématiques identifiées au sein du public. Les échanges d'expériences et le partage autour de situations peuvent trouver leur place dans des discussions et des temps informels fort précieux. Mais il s'avère bénéfique pour tout le monde de ménager de façon structurelle au sein d'un service ou d'une institution des moments et des espaces de mise en commun et de réflexion collective. Ceux-là peuvent servir à mutualiser les ressources en présence pour répondre aux besoins et aux difficultés rencontrées avec le public, mais aussi permettre de déposer les émotions suscitées par ces situations chez les travailleurs et travailleuses. Par ailleurs, en fonction des nécessités structurelles d'une part, et selon les situations qui se présentent d'autre part, il est dans certains cas utile de pouvoir compter sur un ou plusieurs services vers lesquels réorienter une situation qui outrepasserait le champ d'action de son propre service ou avec lesquels travailler en collaboration en vertu de compétences et d'expertise complémentaires. Ces collaborations peuvent alors s'intégrer dans un réseau plus ou moins conséquent, plus ou moins formalisé et plus ou moins structuré. Pourtant, si l'idée semble aller de soi, on sait qu'il n'est pas si simple de la mettre en pratique. Entre la saturation de certains services, une offre foisonnante mais parfois peu lisible, le turnover au sein des équipes, les disparités locales, ou encore les spécificités propres à chaque institution en matière de critères, limites et champs d'action, se construire un réseau de ressources et pérenniser des collaborations efficientes n'est pas une mince affaire. S'il n'existe pas de baguette magique pour y parvenir, nous espérons ici proposer quelques balises pour initier et soutenir une dynamique collaborative la plus opérante possible. Tout d'abord, se construire un réseau nécessite de dépasser une connaissance théorique des services existants pour partir à la découverte de l'offre effective locale. Plus encore, au-delà d'inviter à un recensement des institutions et services environnants, on ne peut que préconiser d'aller à leur rencontre. Si cette entrée en matière peut a priori sembler fastidieuse, le temps investi dans les fondations du réseau sera regagné plusieurs fois dans le travail collaboratif au quotidien. D'abord, parce qu'une vraie rencontre est l'occasion de créer un contact et d'identifier une personne de référence au sein de chaque service ou institution, garante de la collaboration et par laquelle il sera possible à l'avenir de passer plus directement en cas de besoin. Ensuite, parce que les échanges interservices représentent l'opportunité de se familiariser avec les réalités de travail respectives. En effet, travailler en réseau nécessite aussi un travail de compréhension réciproque qui, parfois, implique un travail de traduction. Chaque secteur, voire chaque service, utilise un vocabulaire qui lui est propre, un jargon en quelque sorte. Quand c'est nécessaire, il est important de demander des clarifications dès le départ pour être certain de bien se comprendre. Pour affiner la connaissance et la compréhension du fonctionnement d'un service, quelques questions peuvent nous guider. Quelles sont les conditions d'accès à ce service? Âge, coût, critères géographiques, etc. Quelles sont ses missions centrales? Quelles sont les possibilités d'intervention de ce service auprès de mon public? Y a-t-il une durée maximale pour les interventions? Sur ces bases, il est plus aisé de déterminer les possibilités de collaboration concrètes, en fonction des réalités de terrain des uns et des autres, plutôt qu'à partir de projections hypothétiques. On évite ainsi, autant que faire se peut, les incompréhensions chronophages et les attentes frustrées, fondées sur ce qu'on imaginait pouvoir espérer de la part du service partenaire. Autre astuce, pensez à mutualiser entre collègues les carnets de contact des personnes ressources progressivement compilés par les différents membres de l'équipe. Vous pouvez par exemple prendre la peine de travailler en équipe autour d'une carte réseau ou d'un répertoire partagé. Ainsi, les contacts déjà établis profitent à chacun et chacune. Tout travailleur, toute travailleuse développe avec l'expérience des relations privilégiées avec l'une ou l'autre personne de tel ou tel service. Le travail de rencontre et de personnalisation des collaborations n'est pas à recommencer à chaque fois, mais bien à mettre structurellement en commun. De plus, un annuaire de ressources collectivisé ou une carte réseau institutionnelle s'avère utile quand il y a des allées et venues au sein de la structure. Cela évite que le départ d'un travailleur n'entraîne avec lui la perte du carnet d'adresses qu'il s'était constitué et permet de transmettre facilement toutes les infos utiles aux nouveaux et nouvelles arrivées. Pensez donc à diffuser de façon organisée cet annuaire de ressources et à le visibiliser un maximum auprès des collègues à qui il pourrait être utile. Enfin, parce que des allées et venues ont également lieu dans les services et institutions partenaires, l'idéal est de veiller à la mise à jour régulière de votre carte réseau ou de votre répertoire collectif. S'il est opportun d'entretenir son réseau local et d'y renforcer des collaborations personnalisées et incarnées, c'est in fine parce que cela favorise des réorientations fluides et fructueuses pour les personnes qui en ont besoin. Si vous pensez qu'une personne au sein de votre public devrait bénéficier d'une aide, d'un soutien ou d'un accompagnement plus spécialisé, la réorienter de façon théorique vers une catégorie de services portera rarement ses fruits. Pour une personne en souffrance, les obstacles à la recherche d'aide peuvent être multiples.
Tout d'abord, la stigmatisation des problèmes de santé mentale et l'autostigmatisation qui va souvent de pair. Des expériences négatives par le passé qui peuvent mener à une certaine défiance envers les services d'aide et les intervenants ou intervenantes. La complexité administrative ou des délais trop importants avant une prise en charge effective. Enfin, tout simplement une énergie parfois manquante, un épuisement lié aux difficultés et à la souffrance, et qui font que cela ne va pas de soi de rechercher de l'aide, que ce n'est pas rien d'effectuer des démarches. Ces obstacles, quand ils existent, voire se cumulent, conduisent dans de nombreux cas au découragement et à l'inaboutissement de la recherche d'aide. En tant que personne de confiance pour l'individu avec qui vous avez pu déceler un besoin d'aide ou de soins, vous maximisez les chances que ce dernier atteigne le bon spécialiste dans le service adéquat et favorisez l'accroche avec l'intervenant ou l'intervenante qui prendra le relais si vous soignez le passage de flambeau. Il est beaucoup plus rassurant et engageant pour la personne en difficulté de se voir présenter un professionnel identifié par vous, dans un service connu de vous et vers lequel vous pouvez éventuellement l'accompagner dans les démarches.